Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très demandée, mais vraiment très demandée. Ma petite FAQ vis-à-vis de mon échange universitaire. Je suis actuellement à Séoul pour un semestre et j'ai reçu des centaines de questions. Comme vous pouvez vous en douter, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'ai fait une sélection, j'ai fait des catégories, j'ai fait des pour, des contre, j'ai répondu à la plupart de vos questions. And you know your girl, j'ai préparé tout un document de 7 pages avec toutes vos questions et tous les trucs que je dois dire. Vraiment la folle du bus au final. On va pas tarder plus longtemps, on va rentrer dans le vif de la FAQ parce que vraiment, je pense qu'on en a pour 2 heures à tout répondre. J'ai divisé les questions en 9 catégories, 8 ou 9, bon bref un truc comme ça. Donc vous allez voir, je vais répondre petit à petit à chacune des catégories dans lesquelles on me posait le plus de questions. J'espère que c'est clair. C'est parti. Bon, j'ai rajouté une petite bague parce que je me sentais un peu nue. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le premier chapitre, la destination. Premièrement, pourquoi avoir choisi Séoul? C'est vraiment la question numéro 1. Pourquoi Séoul? Pourquoi pas autre chose? Est-ce que c'était ton premier choix, etc. C'est très simple, je ne pourrais même pas vous donner de réponse. J'ai choisi Séoul un peu par hasard. Je voulais partir loin. Je savais que si j'allais dans un pays qui était à 1 heure de chez moi en avion, ma famille viendrait me voir, mes amis viendraient me voir, je voudrais rentrer. Et donc il y aurait un truc, il n'y aurait pas un vrai détachement. Et en plus de ça, j'avais envie de me frotter à une nouvelle culture. J'avais envie de découvrir quelque chose à 100%. J'avais envie d'une immersion complète dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec notre culture. Faut aussi prendre en compte le fait que je fais des études de relations internationales et que j'aimerais bien travailler dans la diplomatie au Moyen-Orient ou en Asie de l'Est. Comme vous pouvez vous en douter, actuellement le Moyen-Orient ce n'est pas la destination la plus smart, mais du coup j'ai choisi la Corée. Voilà, vraiment j'ai choisi un pays qui n'a rien à voir. Et comme ça, quand je reviendrai, je me dirai je suis allée au bout du monde, vivre toute seule. Enfin, c'est complètement dingue. Et puis la Corée, vu son histoire géopolitique, son histoire tout court en fait, et bah c'est un pays hyper intéressant. Et en fait, pour les cours c'est pas mal. Pour moi aussi, pour mon développement personnel, c'est hyper intéressant parce que c'est des sujets et des aires géographiques qu'on ne traite pas autant en profondeur que ce que je voudrais. Donc voilà, ça m'apprend des trucs en plus, donc j'en suis très contente. Et puis, je viens d'avouer, il y a pas mal de facteurs qui m'ont fait que j'ai choisi Séoul au moment de comparer toutes les destinations. Par exemple, le coût de la vie, la sécurité sur place, l'organisation du pays, ce que je pouvais y découvrir, les alentours, les pays autour, le fait que ce soit une culture éloignée, et je dois bien avouer le fait que c'était un pays aussi qui était très attirant à mes yeux parce que bien que je n'ai jamais regardé de K-pop ou de K-drama, c'est un pays dont le soft power il est incroyable. On entend parler très souvent de la Corée du Sud et du coup ça m'a attirée. Voilà. La deuxième question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que j'avais d'autres options? Est-ce que c'était mon option numéro 1? Alors oui, il faut savoir qu'on a beaucoup d'options, ça dépend de nos licences, ça dépend de nos parcours. Parce que par exemple, moi je fais des relations internationales et de la science politique, il y avait des écoles dans le monde qui n'étaient pas accessibles à moi parce que mes études à moi, il n'y avait pas de branche qui faisait des RI dans cette école-là. Il y a pas mal d'options, il y a beaucoup de pays dans le monde. Moi, je m'étais dit j'ai envie d'aller loin, donc j'avais mis la Corée en numéro 1, le Japon en numéro 2 et le Canada en numéro 3. Alors, il y a une question qui est pas mal revenue, pourquoi ne pas avoir choisi les États-Unis, pourquoi ne pas avoir choisi l'Angleterre, vu que t'es bilingue, etc. Mais comme toutes les questions m'ont si bien dit, je parle déjà très bien anglais, j'ai la chance de me débrouiller très bien en anglais. C'est pour ça que je me suis dit que j'avais la possibilité d'aller dans un pays qui ne parlait pas anglais en première langue. Et puis dans tous les cas, au quotidien, je pratique mon anglais parce que je parle avec des gens internationaux, que ce soit les colocataires, les étudiants internationaux, les gens que je rencontre, etc. Donc dans tous les cas, je parle anglais en cours, tous mes cours sont 100% en anglais. Je pratique l'anglais et je sais que ce semestre va m'apporter plein de choses, mais majoritairement je pense que c'était le fait que j'avais pas envie d'aller dans un pays à la culture occidentale. Est-ce que la barrière de la langue c'est compliqué dans la vie de tous les jours? Ça c'est une question qui est vachement revenue. Moi faut savoir que je parle anglais tous les jours avec tout le monde, sauf avec les Français bien évidemment, mais je parle anglais avec tout le monde et il n'y a aucun problème. Alors c'est vrai que les jeunes coréens parlent plus facilement anglais que les personnes plus âgées, ça c'est un fait. J'ai pas eu de difficultés folles. Sincèrement, si je peux vous donner mon avis, les applications de traduction ça aide très bien et vous inquiétez pas, ça fait le taf. Moi j'utilise Google Traduction, vraiment j'ai mon petit appareil photo là et je fais des photos de tous les trucs en coréen et je traduis tout comme ça et c'est vraiment facile. Je suis allée me faire mes ongles avec une dame qui ne parlait pas un mot d'anglais, mais pas un seul mot d'anglais, pourtant elle était jeune. On s'est parlé via téléphone en fait, on parlait via Google Traduction, elle m'a tout compris, enfin il n'y a pas eu de soucis. Franchement la barrière de la langue, moi c'est pas un truc qui me stresse plus que ça. Je trouve ça pas trop dérangeant, les Coréens font toujours l'effort d'essayer de te comprendre. Puis très sincèrement des fois faut parler la langue universelle des signes. Voilà, donc tu te dis voilà je veux aller là, comment on fait ça, tu montres et tous les trucs, combien. La langue universelle des signes, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Et puis dans la ville il y a pas mal de traductions en anglais, donc ça vous inquiétez pas. Moi
Moi au début il y avait des trucs qui me faisaient un peu peur et tout, mais enfin ça va, si je m'en sors, tout le monde s'en sort, vous inquiétez pas. Le seul point difficile à noter si vous voulez venir en Corée, Google Maps ne marche pas en Corée du Sud, c'est pour des questions géopolitiques. J'ai appris ça la semaine dernière, j'étais choquée. La Corée du Sud ne veut pas que la Corée du Nord ait accès aux data liées à Google Maps, donc il n'y a pas Google Maps en Corée du Sud, vous devez utiliser d'autres applications. Moi j'utilise Citymapper pour prendre le métro. Depuis quand tu as l'idée de partir? Alors faut savoir que moi depuis toute petite, mes parents me répètent un jour quand tu auras 18 ans, tu partiras aux États-Unis pour parler anglais avec une copine à toi. C'est vraiment le truc qui me répète depuis que j'ai mes 6 ans. Alors je vais pas aux États-Unis, je vais pas avec une copine à moi, je suis seule en Corée à l'autre bout du monde et j'ai besoin d'apprendre l'anglais, mais je suis partie. C'est un truc qu'ils m'ont toujours répété, mon père a toujours regretté de ne pas être parti. C'est un des trucs de sa vie je pense dont il me parle le plus en termes de regrets. Ils m'ont mis cette petite graine qui a germé dans ma tête quand j'étais toute petite et depuis bah je sais que je voulais partir. C'est aussi ça qui a fait que j'ai choisi cette fac. Je savais qu'il y avait un semestre à l'étranger et puis de manière générale c'est tellement un plus dans son parcours scolaire mais aussi dans son parcours de vie de voyager et de découvrir des pays comme ça pendant aussi longtemps. Je sais que je vais en revenir avec tellement d'apprentissage que je ne peux que être ravie d'être là en fait. Faut vraiment l'envisager d'une manière que du positif. Alors est-ce que tu es anxieuse d'être dans un pays dans lequel tu ne connais rien? Alors faut savoir qu'au début vraiment j'étais extrêmement anxious. Vraiment quand je suis arrivée en Corée, bah, j'ai fait une crise d'angoisse et je ne suis pas sortie de chez moi pendant une journée. Voilà, c'était pas ouf, j'étais vraiment pas bien. Je pleurais, je dormais, enfin c'était horrible. Maintenant très sincèrement de moins en moins anxieuse, ça va plutôt bien. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui ont fait la transition avec moi parce qu'ils sont venus voyager en Corée. Ils ont découvert la Corée du Sud et ils sont partis il y a bientôt 2 semaines. Donc ça commence à faire longtemps. Je me sens bien dans ce pays, je me sens bien dans cette ville et genre là je commence vraiment à prendre le pli, je commence à prendre mes habitudes, je commence à prendre ma petite routine, à connaître les transports, à connaître mon quartier et c'est vraiment très agréable. On passe au deuxième chapitre, université en Corée. Alors là vous vous êtes fait plaisir aussi sur les questions. Déjà la question qui est la plus revenue, en quelle langue sont tes cours? Mes cours sont 100% en anglais. Quand tu t'inscris à l'université pour tes échanges universitaires, il y a écrit en quelle langue sont dispensés les cours pour les étudiants étrangers et donc il y a des universités dans lesquelles c'est écrit il y aura pas de 100% anglais, vous aurez du 100% japonais par exemple ou vous aurez du 50-50. Il y a des universités dans lesquelles c'est 100% anglais. Donc bien évidemment que j'ai choisi 100% anglais. Il y a aussi des pays qui, enfin du coup par exemple en Amérique latine c'est 100% espagnol, mais j'ai choisi les cours 100% en anglais. Il y avait aussi 100% chinois, 100% coréen et il y avait 50-50 je crois, d'après souvenir. Est-ce que j'apprends le coréen à la fac? Non, pour 2 raisons. Déjà si j'apprenais le coréen à la fac ça me rajouterait 4 heures de cours par jour, ça va pas la tête, non, c'est hors de question. Tous les jours de la semaine, are you crazy, je suis pas là pour s'offrir. Et deuxième raison, le coréen ce n'est pas une langue aussi intéressante que d'autres dans les relations internationales. Moi dans le métier que je veux faire, parler coréen c'est intéressant si tu veux bosser en Corée, mais si tu veux bosser dans un autre pays, voilà, c'est pas comme apprendre le chinois, le japonais ou l'arabe. Là on parle de langues très intéressantes. Le coréen c'est quand même, enfin la Corée c'est quand même un petit pays dans le monde, c'est pas un géant en Asie et donc oui, apprendre le coréen c'est, moi culturellement ça m'a apporté quelque chose et je pense que pendant ces 4 mois je vais apprendre des petites bases de coréen c'est sûr, mais en ressortir bilingue c'est pas du tout mon but. Je préfère me concentrer sur d'autres langues qui me permettront vraiment d'avoir un plus dans mon CV pour l'international. Est-ce que les cours sont mieux qu'en France? C'est hyper intéressant comme question parce que je me suis même pas posé la question moi. Vraiment ça n'a rien à voir. Voilà, déjà en termes de matière, de cours, d'intérêt que j'ai pour les cours, c'est sûr que mes cours à Paris sont 10 fois plus intéressants, mais ça c'est parce que ma licence est très intéressante. J'ai des cours de sociaux, des cours de religion, des cours d'éco, les RI, l'histoire, la philo, j'ai des cours sur plein de trucs en France. Donc c'est vrai que mes cours sont extrêmement variés et sincèrement je les adore. Mais j'ai un peu une relation némésis avec mes cours parce que à la fois je les kiffe et à la fois je les déteste vu qu'ils me font souffrir, c'est horrible. Après voilà, donc intellectuellement je me sens mieux à l'école en France. Par contre je viens d'avouer que là ça m'arrange d'avoir 12 heures de cours par semaine. C'est un peu les vacances pour moi. Je suis habituée à 40 heures de cours par semaine. À Paris je suis habituée à faire du 8h-20h pratiquement tous les jours et là j'ai 12 heures de cours par semaine. C'est vrai que là j'apprends beaucoup plus de trucs du coup sur l'Asie de l'Est et la Corée et j'en suis très ravie. Franchement j'aime beaucoup mes cours. Ça m'apprend des trucs dont on ne parle pas en France donc c'est bénéf au final. Alors on m'a aussi beaucoup demandé quels sont mes cours. Donc moi faut savoir que je suis dans ma Major International Studies. Donc en fait la Major c'est un peu le même système que aux États-Unis, au Canada, etc. Le système des crédits entre la France et la Corée, vous savez en France on a 30 crédits, on doit valider les 30 crédits et ben en Corée c'est 12. Donc voilà, l'équivalence elle est de 12 donc c'est très pratique parce que j'ai que 4 cours. J'en ai un c'est Korean Foreign Policy, donc ça c'est plutôt RI. J'en ai un sur l'histoire, c'est une introduction à la culture et à l'histoire coréenne. J'ai un cours Digital Trade, un cours d'éco. Mon 4e cours c'est Discrimination and Conflict in the Society, que je qualifierais plus comme un cours de sociaux et d'analyse sur la société coréenne. Donc voilà, écoutez, très intéressant, ça n'a rien à voir avec ce que je fais en France. Ce qui est cool c'est que pour le moment vraiment j'ai aucun problème en cours, mes profs parlent très bien anglais, j'ai aucun problème à les comprendre. Puis là le niveau de travail ça n'a rien à voir avec ce que je vis en France.
Donc encore une fois, c'est un peu les vacances à mes yeux. Et du coup, vu que tu choisis des cours qui vont en fonction de toi, ce que tu préfères, vu que tu choisis tes cours, bah t'es jamais avec les mêmes personnes dans les classes. Genre moi, je suis jamais avec les mêmes personnes d'un cours à l'autre. Voilà, voilà. Et de toute façon, la fac à Paris nous a demandé de sélectionner les cours qu'on voulait à l'avance pour les valider, parce qu'ils nous laissent pas non plus complètement choisir et partir à l'ouest. Dans tous les cas, je choisis des cours qui correspondaient à ce que j'étudie en France. Et j'ai reçu une question qui me demandait est-ce que c'est l'équivalent d'un semestre en France ou quand tu vas revenir, tu vas devoir tout rattraper? Pas du tout. C'est l'équivalent d'un semestre en France. Là, je suis partie. Quand je vais revenir, mon semestre sera validé. En France, j'aurai pas de moyenne équivalente parce que c'est vrai que ça se fait pas. Pour les élèves qui ont 40 heures de cours par semaine actuellement à Paris, moi à côté j'en ai 12, donc ce ne serait pas égal. Et de manière générale, tous les étudiants internationaux, on a tous des cours différents, donc ce serait pas très égal de nous mettre des notes alors qu'on n'est pas évalué sur la même base. Mais moi je vais rentrer avec mon semestre qui sera validé. Et du coup voilà, j'aurais fait un semestre à l'étranger, alors ça compte pour un semestre. Ah oui, et pour toutes les questions, je suis actuellement en L3. Du coup là je suis entrée en L3 en septembre. Enfin là, c'est le début de ma L3, c'est ma dernière année de licence. Le temps passe très très vite. Est-ce que c'est difficile de parler avec les Coréens à l'école? C'est vrai que j'ai reçu beaucoup cette question. C'est vrai que la plupart du temps ils sont très timides. C'est pas si facile que ça. Soit ils sont très timides, soit ils parlent vraiment dans leur barbe, qu'ils n'ont pas. Mais ils parlent dans leur barbe. Donc c'est un peu compliqué, t'es un peu en mode excuse-moi, je t'entends pas. On passe à la prochaine catégorie de questions que j'ai intitulée couple. Parce qu'il y a vraiment 50 000 questions qui sont revenues là-dessus. La première, qui à mes yeux est la plus importante, parce que vraiment je veux clarifier ça tout de suite. J'ai reçu des questions qui me demandaient est-ce que le fait d'être en couple ça t'a fait hésiter à partir? Pas du tout. And it should never. Follow your dreams, not your boyfriend. À mes yeux, mettre sa vie et ses rêves et son rêve de gosse de partir à un semestre à l'étranger ou une année à l'étranger pour un mec à 19 ans, c'est non. En fait, c'est tout simplement non. Timothée personnellement a toujours su que je voulais partir, que je comptais partir et depuis le début, il m'a toujours motivé, il m'a toujours dit oui, il m'a toujours poussé. Au moment où je choisis la Corée, il était trop content, il était à fond derrière moi. Ça fait quand même un an que je choisis la Corée. Et puis je dois bien avouer que c'est lui qui m'a poussé à ne pas baisser les bras il y a 2 mois là quand je devais partir. Si votre boyfriend or girlfriend vous met des bâtons dans les roues à votre départ et à suivre vos rêves, c'est hors de question, ce n'est pas normal. C'est un red flag, red. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire un truc, si ton copain ou ta copine ou ta personne veut te tromper, elle le fera. Hein. Pas besoin d'attendre que t'ailles à l'autre bout du monde pour le faire. Et dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, c'est sa perte, c'est son problème. Moi, je sais que là, s'il y a un problème et que ma relation se termine ou que je me fais tromper pendant que je suis pas là, c'est qui dans nous deux qui perd? Sérieusement, dites-moi. J'ai aussi beaucoup reçu des questions par rapport à comment je gère la relation à distance. C'est vrai que moi, j'ai jamais été à distance. Avec Timothée, on habite pas loin l'un de l'autre, donc on se voyait quand on a envie. Donc passer de se voir pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours à se voir, à ne pas se voir pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça fait bizarre. On a mis en place une petite routine. Déjà, on s'appelle quand c'est le matin pour la France et que moi c'est l'après-midi. Et puis on s'appelle quand c'est le soir pour moi et que je vais dormir et que c'est pour vous l'après-midi. On s'envoie un maximum de messages, de photos, on se raconte nos journées, etc. Faut savoir que Tim là, il est en train de déménager aussi. Enfin, il a déménagé. Il a changé de ville pour ses études, pour son master, mais il est resté en France. Et du coup, c'est aussi un peu une première expérience pour lui. C'est la première fois qu'il vit tout seul en tant qu'étudiant dans une autre ville en France, etc. Donc je pense que c'est bien qu'on ait tous les deux ce même genre de changement de vie en même temps, parce que du coup, on peut plus se comprendre et s'entraider dans ce renouveau. Voilà, dans ce nouveau chapitre. Bien sûr qu'il y a le manque et bien sûr que le décalage horaire c'est vraiment compliqué. Sincèrement, ça va. Genre, on n'a pas de mal plus que ça. Est-ce que Tim va venir en Corée? Oui, monsieur a pris ses billets d'avion il y a quelques mois déjà. Il va venir profiter de l'occasion pour venir à Séoul. Il est très content. On passe à une nouvelle catégorie de questions et alors celle-ci, elle est beaucoup revenue. C'est la catégorie coloc. Je sais que ça intéresse plein de gens. Donc là, je vais vous en faire un petit détail. Alors déjà, comment j'ai trouvé mon appart? Ça, c'est une des questions qui est le plus revenue. J'ai tout simplement demandé à une fille que je connaissais qui était à Séoul l'année dernière de me donner le contact de sa propriétaire. Et du coup, j'ai contacté la propriétaire. J'ai regardé sur Facebook parce que c'est pas mal sur Facebook. En tout cas, en Corée, la plupart des apparts se trouvent sur Facebook. Je sais pas comment c'est les autres villes, mais probablement un peu la même chose. Au début, j'étais pas très sérieuse. Je regardais un peu à gauche, à droite. Des fois, pendant 2 semaines, j'étais pas très sérieuse. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui commençaient à partir, des appartements qui disparaissaient. J'étais là, oulala, oulala. Je me suis bougé les fesses. En 5 jours, j'ai fait des tableaux Excel avec les comparateurs de prix, de mètres carrés, de coloc, de machin, combien de chambres, combien de salles de bain, où il est situé, qu'est-ce qui est le mieux. Au final, il y a un appart qui a retenu mon attention. J'en ai parlé à une fille qui est à Paris aussi. Et du coup, on fait colocation ensemble. Demander à des gens qui sont déjà partis de vous donner des contacts. C'est pratique. Ça, comme ça, en fait, c'est un truc de confiance parce que moi, j'avais peur en fait de m'entrer dans une arnaque. Là, je sais que c'était safe, c'était fiable. So I did it. Est-ce que je connaissais ma coloc avant? Non, je ne la connaissais pas. C'est une fille qui vient de Paris aussi. On a un peu cet attachement en commun. Puis on est toutes les deux françaises, etc. Donc c'est cool. On s'est vu 2 fois avant de partir parce que du coup, on savait qu'on allait être coloc. On s'est rencontrés histoire d'au moins connaître nos prénoms, etc. Mais c'est vrai qu'on se connaissait absolument pas et je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on s'entend très bien. Là, ça fait
3 semaines qu'on vit ensemble, il n'y a pas eu d'embrouille. Je sais pas si vous vous en rendez compte, zéro embrouille, tout va bien, on apprend à se connaître en même temps, mais franchement je suis plutôt contente. Là c'est pour le moment c'est bien parti avec ma coloc. Puis moi en plus c'est la première fois que j'ai une coloc, c'est la première fois que je vis seule, c'est la première fois que, c'est la première fois que plein de choses, et donc je suis contente que ça se passe bien dès le début, ça m'inspire confiance quoi. Surtout qu'on va à la même école, donc des fois on a des cours en commun. Il y a un truc un peu plus safe de savoir que t'es jamais vraiment seule si à un moment t'as un coup de blues, ou si le soir tu veux manger avec quelqu'un, mais moi je mange tout le temps avec quelqu'un, enfin c'est cool, voilà, il y a pas ce truc de solitude que tu peux plus ressentir si t'as pas de colocation. Et en plus le point positif c'est qu'on a un peu les mêmes routines en termes d'hygiène, d'organisation, de nourriture, de plats, etc. Donc on se complète assez bien là-dessus. Combien je paye par mois pour mon loyer? Je paye 470 € par mois pour ma chambre, du coup l'espace commun et la salle de bain. Voilà, en gros c'est des appartements à plusieurs chambres, donc moi je paye 470 € plus les charges, mais je les ai pas encore reçu la facture des charges, je devrais bientôt arriver normalement. Alors, on m'a beaucoup demandé pourquoi j'ai pas choisi de vivre en dorms, dortoir sur l'université. En fait le campus de l'université dans lequel il y a les dorms est assez loin du centre de Séoul, c'est quand même 40 minutes de métro. J'avais vraiment envie d'être dans le cœur de Séoul, d'être dans le cœur de l'action, et vu que j'ai que 3 jours par semaine, vivre sur le campus qui est loin du centre, ça me saoulait. Ça voulait dire faire des allers-retours tous les jours, et en plus de ça il y a un couvre-feu sur le campus, donc j'aurais pas pu rentrer dans les dorms le soir un peu tard, etc. Donc c'est quand même beaucoup d'inconvénients, et je suis très bien à Séoul même, et je me suis dit c'est mieux que je m'immerse vraiment à 100% dans la vie coréenne, comme une vraie séoulienne. Ça se dit séoulienne? Bon bref, comme quelqu'un qui habite à Séoul quoi. Et oui, du coup j'ai un peu plus de trajet pour aller à l'école, mais j'y vais 3 fois par semaine, donc franchement c'est pas très grave. Est-ce que tu peux nous présenter ta coloc? Attention, je lui ai montré, vous avez été 500 à me demander ça. Peut-être, on verra un jour si elle en a le courage, mais c'est vrai que c'est pas du tout quelqu'un des réseaux sociaux ma coloc, donc je sais pas, je ne sais pas. On verra. On passe à une nouvelle catégorie de questions, on va appeler ça la catégorie famille. Est-ce que c'est difficile d'être loin de sa famille? Oui, c'est très difficile, je vais pas mentir. D'autant plus que j'ai jamais quitté le nid familial, j'ai toujours vécu chez moi. Par contre, j'ai eu un avantage fou, mes parents ont voyagé avec moi, on a fait le Japon et la Corée du Sud ensemble comme je vous ai déjà dit. Ça a été un avantage dingue parce que du coup il n'y a pas eu le pansement qui s'est arraché d'un coup. Ils sont partis, au moment de partir il y a eu des larmes, mais il n'y a pas eu ce truc de me retrouver seule dans un pays que je ne connais pas, sur un continent différent, à l'autre bout du monde, et seule pour de vrai. Là j'avais mes parents. Ça m'a aidé parce que toutes les crises d'angoisse que j'aurais pu avoir si j'avais été seule, je les ai pas eues. Ou sinon je les ai eues mais ils étaient là, donc ça m'aidait, ils m'aidaient à résoudre les problèmes. Sympa. Aussi du coup là ils sont rentrés à Paris il y a 2 semaines, et en vrai je vis pas trop mal la séparation, enfin on se parle tous les jours. Ça c'est une question aussi qui est revenue pas mal. Je l'ai mise dans la catégorie famille, mais c'est vrai que c'est une question qui est un peu plus large. C'est comment je gère la distance avec mes proches. Et bien écoutez, plutôt bien pour le moment. Je leur envoie un maximum de messages, je mets des stories privées assez souvent pour que mes copines puissent voir un peu ma vie, etc. J'appelle quand je peux ma famille, ma grand-mère, etc. Enfin voilà, je fais un maximum pour garder le contact, mais pour le moment tout se passe bien. Nouvelle catégorie de questions. Angoisse. Je l'ai appelée angoisse, sympa. Comment as-tu géré tes angoisses du déménagement? Écoutez, je réitère, chance d'avoir eu mes parents sur la période, parce que mes parents m'ont aidé à déménager, m'ont aidé à tout nettoyer, à tout installer, à tout décorer et tout. Sans eux j'aurais paniqué. Est-ce que je suis stressée des cours? Non, pas vraiment, honnêtement pas vraiment, en tout cas pas pour le moment. Je vais avoir des examens de mi-semestre et des examens de fin de semestre, donc plus de partiels qu'à Paris, mais pour le moment en fait ça n'a tellement rien à voir avec la France, et c'est tellement plus facile le niveau, surtout le niveau d'horaire en fait. Je suis tellement entraînée et habituée à avoir 40 heures de cours par semaine. Là j'ai l'impression que c'est les vacances et qu'une fois par semaine je vais à la fac pour apprendre quelques trucs quoi. En tout cas pour le moment voilà, je suis pas angoissée et j'essaie de positiver un maximum. Est-ce que ça fait peur de partir aussi loin, guys? Oui. Oh là là, je voulais pas partir moi en juillet, j'étais en train de me re-questionner sur tout mon départ. Oui ça fait très peur de partir, mais I did it, so everyone can do it. Moi mes proches ils étaient là pour moi, ils m'ont poussé, ils m'ont encouragé, machin. Tout va bien, j'y suis arrivée, vous pouvez le faire. Et puis oui, j'ai été très anxieuse au début, vraiment mon anxiété elle a été très forte en juillet. Pendant une semaine non-stop, du moment où j'ai quitté Paris, j'ai fait des crises d'angoisse, des plaques d'eczéma partout sur mon corps, je ne dormais pas la nuit, je pleurais et tout, c'était horrible. Et maintenant ça va mieux. Nouvelle catégorie, et c'est pas des moindres vu qu'on m'a beaucoup posé de questions là-dessus, la catégorie budget, parce que c'est vrai que c'est un budget tout ce voyage. Alors la première question qu'on m'a posée c'est comment je finance cet échange. Je vais être totalement transparente avec vous, je finance cet échange toute seule au maximum. Mes parents m'ont payé les billets d'avion et me font un virement de 100 et quelques euros par mois, et moi j'ai décidé que j'allais payer tout le reste grâce à 3 sources de revenus. Ça fait 1 an et demi que j'économise tout l'argent que je gagne expressément sur un compte en banque. J'ai travaillé dans un restaurant pendant 2 mois l'été dernier. Je travaille sur les réseaux sociaux parce que mine de rien c'est un travail, même si c'est un travail très cool, je ne le dirai jamais assez. Je travaille et je gagne de l'argent. J'ai une entreprise grâce aux réseaux sociaux qui du coup me fait économiser de l'argent. Et troisièmement, je fais pas mal de babysitting. J'en ai fait énormément cette année et j'ai mis énormément d'argent de côté expressément pour pouvoir dépenser sans trop compter pendant ce voyage. Du coup voilà, je finance
finance mon échange avec mes économies à moi. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué de dépenser son argent quand c'est des propres argent à toi. Donc aller acheter à manger, des fois je suis en mode ça coûte cher. Et sur place c'est moi qui paye parce que comme je pense que vous avez suivi un peu toute ma petite story time sur TikTok, on a eu pas mal de galères pendant ce voyage et mes parents ont dû faire beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues. Donc pour des raisons évidentes, j'essaie de leur faire dépenser le moins d'argent possible maintenant que je suis sur place. Et puis dans 2 ans, je me rappellerai plus de combien m'a coûté tel ou tel truc. Par contre, je me rappellerai des souvenirs. Donc voilà, j'essaie de me dire que l'argent reviendra. Par contre, les souvenirs, c'est pour toujours. Quel est mon budget prévu? Moi, je m'étais dit, donc j'avais noté entre le loyer et la vie sur place, je m'étais fixé à peu près un plafond à 600-700 € par mois, qui est quand même très sympa. 600-700 € par mois, moi je vis pas avec tout ça à Paris. Après voilà, avec toutes les péripéties financières qu'on a eues, comme je vous l'ai dit juste avant, là pour le moment j'ai dû taper dans les zones un peu plus hautes du plafond parce que j'ai payé pas mal de choses en plus. Mais là maintenant que je suis installée, je veux revenir à un rythme pas trop dépensier parce que voilà, j'ai pas envie non plus de rentrer avec un négatif sur mon compte en banque. Et puis grâce à toutes mes économies, je vais essayer de pas me refuser grand chose et de profiter de cette occasion pour voyager en Asie. Vraiment l'Asie de l'Est, c'est un continent qui est un peu difficile à atteindre quand t'es en France. Là je suis, donc je me dis plutôt que attendre d'être rentrée en France pour aller découvrir la Thaïlande, je vais le faire depuis la Corée. Combien m'a coûté cet échange universitaire? C'est un échange universitaire, donc en fait ça veut dire que l'école prend en charge les dépenses, enfin les coûts pour l'autre école. Moi je ne paye pas l'école dans laquelle je suis actuellement. Je paye ma vie sur place, mon loyer, mais je ne paye pas l'école en Corée. C'est mon école qui échange. Enfin bref, c'est pris en charge par l'école quoi. Ok, on avance dans les petites catégories, faut que je me dépêche, j'ai encore pas mal de questions. Vie à Séoul. Est-ce que tu aimes la vie là-bas? Et au début, je viens d'avouer que j'ai eu du mal parce que je pense qu'il y a un truc de oh my god, je vais vivre ici. Genre j'étais un peu stressée. Paris ça me manquait et tout. Et sincèrement, je peux vous dire un truc, c'est que je trouve que Séoul, c'est une ville qui apprend à s'aimer, qui prend du temps à se faire aimer et qui doit se dompter. C'est bizarre à dire comme ça, mais moi, depuis que je suis arrivée à Séoul, je l'aime un peu plus tous les jours cette ville et un peu plus tous les jours, je me dis je suis à ma place. Mais dès le début, c'était pas évident pour moi. Genre dès le début, j'étais un peu en mode je sais pas si j'aime et tout. Et maintenant, plus j'y suis, plus j'aime, plus j'y suis, plus je m'approprie le truc et je commence à m'habituer et j'aime. Donc écoutez, c'est très positif au final. Jusqu'à quand je reste à Séoul? Je reste un semestre, donc ça veut dire que je dois être de retour à peu près mi-janvier à Paris pour reprendre mon semestre 6 et donc valider ma L3 en France. Voilà, je suis obligée de rentrer. Je reste là, c'est vraiment une période fixe. Comment j'ai fait pour rapidement faire des rencontres? Est-ce que c'est très dur ou pas? Moi, faut savoir qu'au début, vraiment, j'étais extrêmement angoissée à l'idée de pas me faire de copines. À Paris, depuis 1 an, j'ai un phénomène un peu chiant à l'université où il y a de moins en moins de gens qui me parlent et j'ai appris qu'en fait c'était grave lié au réseau. Il y a pas mal de personnes qui avaient l'impression qu'ils allaient me déranger s'ils venaient me parler et du coup qui n'osaient plus trop venir me parler en fait. Donc je trouve ça un peu triste parce que de manière indirecte ça m'a énormément isolée. Je me suis moi-même isolée. J'étais plus invitée aux soirées, aux trucs, machin. Donc j'ai resté dans mon coin et je me suis habituée à être un peu seule et donc au moment où je suis arrivée ici j'ai eu hyper peur d'avoir la même chose, que les gens ils soient en mode ah non pas elle. Et j'ai beaucoup de chance parce que personne ne m'a reconnue dès le début. Enfin en tout cas personne me l'a dit. Donc ça m'a fait sentir un peu mieux parce que du coup j'étais en mode ok c'est bon, genre j'avais peur que les gens aient des a priori sur moi parce qu'ils m'avaient déjà vu sur les réseaux, parce que c'est normal d'avoir des a priori sur des gens que t'as déjà vu via un téléphone pas dans la vraie vie. Et il y a une semaine j'ai fait une crise d'angoisse parce que j'étais en mode putain je vais pas avoir d'amis et tout, mais gros down, gros breakdown et tout. Après je me suis dit là faut te bouger les fesses, là faut te bouger les fesses, faut accepter les sorties, faut te bouger, faut proposer, faut être ami, faut créer les opportunités, voilà, créer les opportunités. Et donc écoutez depuis je suis sortie, j'ai vu des gens, j'ai fait des activités, j'ai dit oui à tout. Bon il y a des choses que j'ai plus aimé que d'autres, mais au final je suis plutôt contente. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui me stressait un peu au début, c'est que j'étais partie sans amis de Paris. Et en fait je suis très contente parce que du coup ça me permet de me forcer à aller vers les autres. Alors que si j'avais été avec quelqu'un, les gens seraient moins venus vers moi. Là les gens viennent vers moi, me parlent, je parle avec eux, c'est très cool, je me fais des copains, etc. Que du positif. Et puis il faut aussi se rappeler que les étudiants étrangers actuellement ici sont un peu dans la même situation que vous. Ils ont pas d'amis et ils ont peur eux aussi. Donc c'est pour ça que c'est cool d'un peu tous parler entre eux, etc. Est-ce que la vie en tant que végétarienne c'est difficile ici? Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Est-ce que la vie est abordable? Oui. Les restaurants, le shopping, la plupart des trucs sont abordables. Enfin même les marques qu'on a en France, tu peux retirer 30 €, 40 € à chaque truc. Enfin ça c'est plutôt cool. On m'a demandé est-ce que j'étais mal regardée ou mal considérée dans la rue? Est-ce qu'il y avait les clichés l'étranger un peu mal vu, surtout que moi j'ai les cheveux clairs? Alors moi j'ai légèrement ressenti ça au début. Enfin, en fait je sais pas si c'est les gens ou si c'est moi qui avais l'impression de ça, mais plusieurs fois les gens se levaient quand on s'asseyait à côté d'eux avec les filles de ma fac ou avec ma famille. Les gens se lèvent et partent quand tu t'assois à côté d'eux, donc t'es un peu en mode oula j'ai fait quoi? Donc il y a des trucs comme ça où les gens qui te regardent machin, mais en vrai globalement ça va. Puis après moi ce que je fais aussi c'est faire attention à respecter leur culture et leur code en ne mettant pas de décolleté, en ne mangeant pas dans le métro par exemple, en faisant attention voilà à respecter des petits codes vestimentaires, des petits codes de culture pour ne pas justement passer pour la touriste vraiment mal polie. Voilà,
j'essaie de m'assimiler comme je peux. Ensuite, mon dernier chapitre qui est quand même le plus long de questions s'appelle comment partir. Première question qui est revenue pas mal de fois, c'est quelle moyenne j'avais pour partir. Moi j'ai validé ma L1 à 14,50 de moyenne générale je dirais, ou 14,70 quelque chose comme ça, et ma L2 à peu près la même chose, 14,75 parce que le deuxième semestre c'était un peu compliqué, du coup j'avais un peu baissé, mais voilà, à peu près dans les mêmes eaux. Donc voilà, je reste toujours dans la tranche haute du 14, donc c'est considéré comme un très bon niveau à l'université. Et du coup à l'université dans laquelle je suis, il fallait avoir plus de 14 pour être, enfin vraiment avoir ton premier choix normalement pour sûr. Il fallait avoir plus de 12 pour pouvoir partir. Du moins c'est ce qu'ils nous ont dit, donc après je ne sais pas si ça s'est appliqué à tout le monde ou pas, mais voilà, ils demandent des moyennes minimum. On m'a demandé quel était mon dossier que j'avais fait pour partir. Ça franchement je ne vais pas vous répondre, ça dépend vraiment de votre école. Moi c'est mon école qui m'a fait faire un dossier très précis, on m'a dit ce qu'il fallait que je mette, ce qu'il fallait que je donne. C'est ce que j'ai suivi les règles. Je n'ai fait ni plus ni moins et je vous conseille de faire la même chose, de suivre tout simplement le protocole demandé par votre école. Et après, une fois que tu as été accepté pour partir en échange, enfin en tout cas moi ça a été mon cas, j'ai dû m'inscrire à l'université en Corée. Ça a été plus compliqué tout ça, mais pareil, en fait tous les documents demandés sont indiqués. Ils nous ont envoyé plein de mails, ils nous ont indiqué exactement ce qu'il fallait. On a dû envoyer, s'inscrire en ligne, puis après envoyer des documents par la poste, etc. Et majoritairement, notre école nous a beaucoup aidé, enfin à Paris en France, ils nous ont beaucoup aidé à gérer tout ça. Et moi j'ai juste suivi les conseils et les instructions, j'ai juste fait ça, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé et j'ai réussi. Donc j'ai envie de vous dire que ça marche. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé est-ce que pour partir à l'étranger c'est nécessaire de bien parler anglais ou ça s'apprend sur place. Moi sincèrement, si j'étais quelqu'un qui ne savait pas parler anglais, je ne serais pas partie à l'international pour la simple et bonne raison qu'il faut pouvoir suivre des cours dans la langue. Si vous allez en Amérique latine, la plupart des cours sont dispensés en espagnol, mais en Asie la plupart du temps, enfin en tout cas en Corée et au Japon, les cours pouvaient être dispensés en anglais. Donc moi bien évidemment j'ai pris des cours en anglais et je pense, après c'est mon simple avis, mais je pense que aller à l'école à l'étranger, suivre des cours dans une langue que tu ne maîtrises pas, c'est hyper dangereux parce que si tu redoubles ton semestre, tu dois revenir le passer l'année d'après. Voilà, ça veut dire qu'il faudrait revenir. Si vous me parlez d'un voyage linguistique, à ce moment-là, oui, j'ai envie de vous dire, partez sans trop parler anglais, c'est pas grave parce que dans tous les cas, vous allez l'apprendre sur place. Par contre, partir pour aller à l'école, à l'université, sachant qu'ils veulent que tu saches parler parce que tu es censé passer le TOEFL, etc. pour y aller, mais ne pas savoir parler anglais, bien dans un pays où les cours sont en anglais, c'est un peu dangereux. Parce qu'il faut quand même prendre en compte qu'il faut passer des examens en anglais, faut écrire en anglais, faut parler en anglais, enfin, faut savoir faire de la réflexion en anglais. En plus, on a eu la chance, nous, d'avoir des cours en anglais à la fac. Pendant un semestre, j'avais genre 3-4 cours qui étaient 100% en anglais. Donc je me suis entraînée à prendre des cours en anglais, à apprendre en anglais. Je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais été peut-être un peu moins à l'aise actuellement. On m'a demandé si j'avais des galères administratives. J'ai eu des galères de visa de A à Z. Voilà, du début à la fin, le visa pour la Corée du Sud, je pense que c'est le pire truc au monde. Il faut envoyer 15 000 documents, il faut que ce soit signé de la main officielle, il faut qu'il y ait des documents signés par ta fac, il faut qu'il y ait des documents coréens, il faut qu'il y ait des documents, enfin c'est un bordel, il faut que tu remplisses trop de trucs, j'ai même pas envie d'en parler, c'est des mauvais souvenirs. Moi, si je peux vous donner un conseil, prenez plein d'avance. On n'a pas eu de chance nous parce que notre fac en Corée du Sud devait nous envoyer un document pour apply for the visa et ils nous l'ont envoyé le 1er juillet. Voilà, donc j'ai pas pu apply pour mon visa avant le 1er juillet, ce qui est quand même vachement tard pour un document dont j'ai besoin aussi peu de temps après. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, c'était beaucoup de stress. Moi je suis pas partie en vacances ni en juin ni en juillet pour gérer tous mes trucs d'inscription à l'école, etc. Donc c'était un peu galère, c'était un peu stressant. Franchement, prenez-y au maximum l'avance, regardez les informations qu'ils demandent, regardez les documents qu'ils demandent parce qu'après il faudra aller faire signer des papiers par la banque, des papiers par machin, enfin bref c'est une galère, que ce soit l'inscription à l'école ou l'inscription pour le visa, les deux c'est compliqué. Franchement l'administration coréenne, faut pas les forcer en plus, faut être sympa avec eux parce qu'ils peuvent te refuser le visa. Enfin, on m'a demandé si c'était possible de partir si on ne faisait pas les mêmes études que moi dans mon université, bien évidemment. Hein, oui. Moi là, ma coloc elle fait des études de communication à Paris et elle est avec moi à l'université, donc oui. Du moment que l'université partenaire de ton université à Paris propose des cours avec des majors qui ressemblent à peu près à ce que tu fais en France, pas de problème. Pour finir, on m'a demandé pourquoi faire ce voyage et pourquoi ça t'apporte quelque chose. Depuis toute petite, mes parents m'ont répété que c'était important que je fasse quelque chose comme ça dans ma vie. Donc moi, je me suis toujours dit que j'allais le faire, mais il y a plein de gens pour qui c'est pas inné en fait. Moi tout simplement à mes yeux, un aussi gros voyage, en plus à l'autre bout du monde, ça t'apporte énormément de choses, que ce soit des connaissances sur toi-même, des connaissances sur une autre culture, des connaissances sur un mode de vie. Ça t'apprend à vivre aussi parce que vivre seul à l'autre bout du monde quand t'as jamais vécu ailleurs de toute ta vie que chez ta mère, ça change beaucoup de choses. Ça te fait sortir de ta zone de confort et ça te rend humble d'une manière ou d'une autre parce que ça te fait réaliser qu'en fait ton petit monde, petit main character que tu es dans ta vie en France ou je ne sais où, en fait ici t'es personne.
personne. Et c'est vrai que c'est bête, dit comme ça, mais ça aide à t'aimer un peu plus parce que du coup t'aimes un peu plus ta propre compagnie, tu passes plus de temps tout seul, t'apprends à t'aimer, t'apprends à aimer ta compagnie, t'apprends à passer du temps seul et à apprécier ça, t'apprends aussi à te rendre compte que bah t'arrives à te poser des bonnes questions toi aussi, et en fait ça te fait grandir. En fait le fait de quitter notre cocon et notre zone de confort habituelle une fois dans notre vie pour nous coller à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, bah je trouve ça hyper intéressant et je pense que dans mon parcours de vie ça va être un turning point. Je sais pas encore comment, mais je pense que ces 5-6 mois là depuis que je suis partie en juillet et que j'ai en janvier, ça va être quelque chose qui va changer ma vie. Je sais pas encore comment, j'espère en positif. Ça va être quelque chose qui va impacter ma vie, probablement pour toujours. Donc voilà, je peux que vous inciter à partir parce que ça fait déjà, là on est bientôt mi-septembre, je suis partie fin juillet, j'ai dit au revoir à mes amis et tout ça fin juillet, et c'est vrai que bah le temps passe vite, ça va bientôt faire 2 mois. En fait bêtement j'ai envie de vous dire, sautez sur l'occasion de vivre un truc de fou dans votre vie quoi. Vous le revivrez pas 2 fois. Si vous en avez l'occasion, partez à l'aventure, découvrez, et puis en fait c'est des trucs qui seront pour toujours un plus. Déjà c'est une chance de fou de pouvoir partir et de pouvoir faire ça, de pouvoir se le permettre, c'est une chance de dingue, mais en plus d'en apprendre autant sur toi et sur la vie, je pense que c'est trop important et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Du coup voilà, c'était hyper important pour moi de me confronter à ce genre d'expérience, sortir de ma zone de confort, de sortir de ma petite vie des petites princesses Lily qui a ses petites routines bien rodées dans Paris, qui connaît sa ville par cœur. Je sais que Johanna de ce voyage grandit, changer, que je ferai aussi un peu le tri dans ma vie et autour de moi. C'est bête, mais je pense que c'est le genre de voyage qui quand tu reviens te fait voir la vie de manière très différente sur plein d'aspects. Ça peut tout changer dans la vie de quelqu'un. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas terminé cette petite FAQ là qui était très longue? Oh là là. Écoutez, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura motivé à surmonter vos peurs et à faire comme moi, à surmonter vos angoisses, vos anxiétés et à vivre des trucs de dingue dans votre vie. On n'a qu'une seule vie, je ne le répéterai jamais assez, profitez-en, vivez des trucs de fou tant que vous en avez l'occasion et l'opportunité. Et puis créez les opportunités. N'hésitez pas à venir suivre toutes mes petites aventures en Asie, en Corée du Sud, etc. sur mes réseaux sociaux. Je suis hyper active sur Instagram et sur TikTok. Je vous poste un maximum de contenu tous les jours. J'ai vraiment envie que vous viviez cette aventure avec moi, que vous viviez cet échange et toutes mes aventures, qu'on les vive ensemble. J'ai envie un maximum de profiter de cette occasion de dingue pour pouvoir vous créer un maximum de contenu. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je vous fais de très très gros bisous. On se voit la semaine prochaine sur YouTube. Et un bisou love.